Le pouvoir de l'entourage, ce qu'on appelle aussi l'épigénétique. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, l'épigénétique. Oui, super. Alors je vais vous donner un exemple par rapport à ça, pour vous dire à quel point finalement c'est important. Avec Elodie, on est parti quelques jours à l'étranger pour des raisons de business. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'on devait prendre l'avion en fait. Donc on a pris l'avion. Et avant de décoller, on était donc à l'aéroport et on pouvait choisir un bar, enfin un café dans lequel se mettre. Et donc on a choisi un café. Et là en fait, on voyait des gens boire de la bière. Donc moi je voyais beaucoup de gens boire de la bière, boire du vin, manger des chips. Et à votre avis, de quoi j'ai eu envie de boire? Qu'est-ce que j'ai eu envie de boire avant de partir, avant de prendre l'avion? De la bière, exactement. Alors qu'en fait, je bois jamais d'alcool avant de prendre l'avion, et puis je suis pas une grande buveuse, hein, donc franchement. Mais pourquoi est-ce que j'ai eu cette envie-là? Simplement parce que je l'ai vu autour de moi. Alors imaginez être au quotidien avec des personnes qui vont vous critiquer, qui vont pas avoir une vie qui les inspire, qui vont vous démolir dans vos projets. Dès que vous avez un projet, qui vont finalement vous rabaisser par rapport à ça. Un environnement qui va pas être propice finalement pour vous à évoluer. Imaginez les dégâts que ça peut faire en fait sur votre énergie, sur votre bien-être et la conséquence que ça peut avoir sur les années. La conséquence, elle est énorme. Si moi je peux prendre une bière parce que je vois des gens autour de moi boire une bière, ça veut dire que je pourrais avoir envie, ce qui n'est pas mon cas, mais de fumer par exemple une cigarette parce que je vois des gens fumer, que ça pourrait être autre chose. Et c'est pareil pour tout le monde en fait. Et c'est pareil pour tout le monde. D'où l'importance de la qualité des gens qui sont autour de nous. Alors je condamne personne en disant qu'il y a des gens qui sont bien, des gens qui sont pas bien, parce qu'ils font telle ou telle chose, ça n'a rien à voir. Il y a juste des gens finalement qui nous correspondent et d'autres qui ne nous correspondent pas. Donc l'histoire des personnes toxiques, j'y crois pas trop en fait. Parce que oui, quelqu'un peut être toxique pour nous, mais il n'est pas toxique pour quelqu'un d'autre. Et donc du coup, c'est hyper important finalement d'avoir conscience de cette force-là qu'on a, qui est l'épigénétique. Et pour aller plus loin par rapport à ça, de ce qu'est justement l'épigénétique, c'est que il y a quelques années, en fait, on pensait que la génétique déterminait tout dans sa vie. Déterminait en fait les résultats qu'on allait avoir, déterminait les maladies qu'on pouvait avoir, etc., etc. Et en fait, il y a une cinquantaine d'années, on s'est rendu compte, en fait, on a découvert le pouvoir de l'épigénétique, c'est-à-dire que l'extérieur a une influence finalement sur les gènes. Donc l'extérieur, c'est quoi? C'est ce que j'écoute, les informations que j'écoute, les images que je regarde, les discussions que j'ai avec les gens, dans quelles conférences je participe. Tout ce que je fais finalement qui aura un pouvoir sur l'expression de vos gènes. Et pour aller plus loin avec ça encore, ça veut dire que vous pouvez avoir par exemple le gène du cancer du poumon parce que vous avez dans votre famille des gens qui ont eu le cancer du poumon. Donc vous pouvez le porter en vous en tant que gène, mais vous pouvez ne pas l'exprimer si vous vous entourez de gens qui ne fument pas, si vous faites du sport, si vous faites attention à la qualité de l'air là où vous êtes. Ces éléments-là vont faire que ça vous permet de ne pas développer cette maladie. Donc c'est extrêmement puissant. Sauf que comment on fait quand on a une famille qu'on n'a pas choisie forcément, qu'on aime, hein, mais qu'on n'a pas forcément choisi? Comment on fait quand on a des amis d'enfance, des gens qui ont grandi avec nous, mais qu'on sent à un moment donné que la distance est devenue énorme? Et là, c'est vraiment du cas par cas. Alors, on peut couper la relation dans le pire des cas. Comment ? Avec la famille, c'est difficile. On a déjà parlé de ça, de notre conférence. Avec la famille, c'est difficile. Et en fait, moi, je suis pas là pour vous dire il faut couper les liens avec la famille. Parce que vraiment, couper les liens, c'est vraiment dans le pire des cas, avant d'avoir essayé un tas de choses avant. Et c'est pas ce que je conseille de faire à qui que ce soit. D'ailleurs, je vous conseille rien. Je vous donne juste des informations et vous faites ce que vous voulez avec. Maintenant, parfois, malheureusement, on est entouré de gens dans des cas extrêmes où c'est même dangereux pour nous-mêmes, en fait, de rester avec eux. On est d'accord que quelqu'un qui est violent, par exemple, qui vous frappe, quelqu'un qui vous agresse, quelqu'un qui vous insulte en permanence, c'est dérangeant pour votre intégrité, au final. Donc, la première chose à faire, c'est se protéger. D'accord ? Et parfois, ça passe effectivement par moins voir une personne ou ne plus la voir du tout.
ou parfois en mettant des distances, en voyant moins la personne. Par exemple, au lieu de la voir chaque semaine, c'est la voir une fois tous les mois, une fois tous les 2 mois. Donc c'est vraiment du sur-mesure et c'est vraiment du détail en fait dans tout ça. Mais le problème, c'est que ça, à la limite, c'est la seconde étape. La première étape, c'est que beaucoup de gens ont des difficultés à faire ça au final. Beaucoup de gens ont peur de faire ça. Parce que ça nous ramène à quelque chose qui est la culpabilité. C'est-à-dire qu'on va se sentir coupable de mettre des distances. Parce que dans notre société, c'est mal vu, en fait, de faire ça. C'est mal vu de mettre des distances, c'est mal vu de dire à quelqu'un, écoute, je vais moins te voir parce que tu te plains tout le temps et qu'au final, tu me bouffes le moral. C'est mal vu. Et parce que c'est mal vu, et parce qu'on a peur d'être critiqué, d'être rejeté, bien souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on reste. Et comme on dit, on mord sur sa chic. Sauf qu'à un moment donné, sa chic, son cerveau, il peut plus supporter. Alors qu'est-ce qui se passe? On déprime, on prend des cachets pour oublier. Là, je prends les cas extrêmes, mais en fait, c'est même pas si extrême que ça. Quand on regarde autour de nous, en Belgique et en France, ce sont quand même les pays où on utilise le plus d'antidépresseurs. Donc c'est un fait statistique. Donc, et pourquoi les gens prennent des antidépresseurs? Pourquoi est-ce qu'ils sont pas bien au final? Il y a plein de raisons qui expliquent ça, évidemment. Mais le pouvoir de l'entourage aussi l'explique. Quand on est entouré de gens déprimés en permanence, on déprime aussi. Quand on est entouré de gens qui sont joyeux, alors je dis pas qu'on est tout le temps joyeux ou tout le temps triste, hein. Il y a des nuances évidemment, mais quand on est entouré de gens qui sont plus joyeux et qui sont plus motivés, qui peu importe les obstacles finalement, les difficultés à l'extérieur, vont quand même arriver à faire ce qu'ils ont à faire, etc. Ça va nous influencer positivement. C'est contagieux, exactement. Et du coup, ça c'est notre liberté en fait. C'est ça qui est beau avec l'épigénétique, c'est qu'on a ce pouvoir-là. On ne choisit pas forcément ce qu'on va vivre, l'environnement de base dans lequel on est, etc. Bien qu'il est très bien cet environnement. Hein. Moi, je ne suis pas occupée à vous dire que parce qu'on vit des difficultés, c'est mal. Hein. Au contraire, moi, si j'ai pu vivre, c'est grâce à tout ce que j'ai vécu de difficile qu'aujourd'hui je suis devant vous, que je fais ce que je fais, que je suis passionnée, que j'ai vraiment envie de vous aider. Si j'avais vécu des choses que agréables et que faciles, j'en serais certainement pas là. Donc, c'est pas la notion de bien ou mal, que c'est bien ou c'est mal. C'est vraiment la notion de ce qu'on en fait, en fait. De ce qu'on en fait. Il y a des gens qui, toute leur vie, vont vous dire « je suis pas heureux, pas heureuse, parce que j'ai pas eu de chance dans mon enfance. » Ça, c'est un truc qu'on entend tout le temps. Parce que j'ai pas eu de chance, parce que j'ai pas eu des parents qui ceci, parce que j'ai pas eu des parents qui cela. Et en fait, toute leur vie, ils vont mettre la responsabilité sur leurs parents. Donc c'est un peu comme si le cordon ombilical, il s'est jamais coupé en fait. Il était toujours resté avec sa maman et qu'au final, on était toujours responsable, enfin que c'est toujours nos parents qui sont responsables. Sauf qu'à un moment donné, t'as 20 ans, t'as 30 ans, t'as 40 ans, t'es autonome, tu vois. Tu fais ta vie comme tu la veux. Et quand tu comprends que tes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu malgré tout, et que derrière ça, il y a toujours l'amour, en fait, quoi qu'il en soit, peu importe ce qui s'est passé, il y a toujours l'amour, tu te libères, en fait. Et plus que ça, quand tu te rends compte que grâce à ton histoire, tu peux accomplir ta mission de vie, tu peux faire ce qui est vraiment important pour toi, qui est souvent lié à notre histoire quand on regarde. Ce qu'on veut faire, c'est très souvent lié à notre histoire. C'est très difficile après de se dire, est-ce que finalement, si c'était à refaire, j'aurais choisi une autre vie? Parce que grâce à ça, je vais pouvoir faire ça maintenant. Ça vous parle, ça? Oui? Ça vous touche? Et oui? Et parfois le chemin est difficile. Hein. Parfois le chemin est difficile. Hein. Et je dis ça devant ma maman qui est là aujourd'hui, que j'aime beaucoup. Parfois le chemin est difficile, parfois ça prend du temps en fait. Ça prend du temps de se rendre compte que c'est pas tellement finalement ce qu'on a vécu qui détermine notre vie, mais c'est plutôt l'interprétation qu'on met derrière. Et la preuve par rapport à ça, c'est que, comme je vous l'ai dit, j'ai connu les placements en internat. Et au mois de juin, en fait, je suis intervenue dans l'internat dans lequel j'ai été placée quand j'étais enfant. Et c'était extrêmement difficile. Hein. Je vais pas vous cacher, quand j'étais enfant, je souffrais beaucoup d'être là-bas.
parce que je comprenais pas ce que je faisais là, parce que c'était dur. En fait, je souffrais beaucoup de la dureté de là où j'étais, de ce qui se passait pour moi. Et donc, j'ai décidé de faire une intervention dans l'internat dans lequel j'étais, et ça fait partie vraiment des moments les plus forts de ma vie, en fait, de pouvoir être intervenue, d'avoir fait cette conférence pour ces jeunes, parce que j'espérais, en fait, toucher ne fût-ce qu'un jeune qui est là, qui était comme moi quand j'étais enfant, et lui dire que c'est ok, en fait, que même si c'est dur pour lui maintenant, bah, sa vie, elle pourrait être différente s'il le veut vraiment. Et ça m'a beaucoup touchée, et rien que d'en parler, ça me retouche, en fait. Et pourquoi je vous dis que c'est pas tellement les faits qui sont importants? Parce que j'étais en fait avec un camarade avec qui j'étais à l'internat quand j'étais enfant également. Et je peux vous dire qu'il n'est pas positif du tout. Hein. On parlait avant d'intervenir, donc lui il intervenait avec moi dans cette petite conférence. Et je parlais avant avec lui et après. Et en fait, il se plaignait tout le temps. Il était tout le temps occupé à se plaindre. Il a le même âge que moi. Hein. Tout le temps occupé à se plaindre, tout le temps occupé à dire qu'il n'a pas eu de chance, que c'était dur, etc. À votre avis, entre lui et moi, qui est le plus heureux? Lui ou moi? Comment? Ah non, je prends pas le négatif. Moi, je laisse la négativité. Mais à un moment donné, on est obligé de faire abstraction. C'est pas toujours facile, c'est clair. Mais on a encore une fois le choix et surtout le devoir de se protéger. Quand on est avec des gens qui vont nous bouffer comme ça, parce que lui, c'est son cas, par exemple. Clairement, je lui ai dit, écoute, moi, je peux pas, pour l'instant, dans ton évolution, je te juge pas, mais je peux pas être en contact avec toi, parce que je vais pas pouvoir t'aider, et au contraire, toi, tu vas me descendre, en fait. Donc, ça va pas être un cercle vertueux, ça va être plutôt un cercle infernal. Donc, voilà, mais parfois dire ça à quelqu'un, parce que des fois, on a peur de dire ça à quelqu'un. On a peur de lui dire, écoute, moi, je veux moins te voir pour l'instant, on peut te voir, parce que ton comportement, là, il est pas bon, en fait. Il est pas juste, tu vois. Dire ça à quelqu'un, ça demande du courage, parce que de nouveau, comment est-ce que l'autre va le prendre? Mais en même temps, ça peut être le meilleur service qu'on rend à quelqu'un. Parfois, quand on dit stop à une personne, on dit, écoute, là, ça suffit, parce que tu dépasses, en fait, des limites, et qu'on a essayé beaucoup de choses avant ça. C'est pas juste qu'on lui dit ça maintenant, c'est qu'on a essayé beaucoup de choses avant pour l'aider et qu'on se rend compte en fait que c'est un jeu quelque part. D'ailleurs, en coaching, on apprend ça très rapidement. Le triangle de Gartman, c'est-à-dire la victime, le bourreau et le sauveur. Toi, tu connais? Donc, en fait, on pourrait penser que les gens prennent un rôle finalement de victime. Enfin, pas prennent. On pourrait penser que les gens sont des victimes, des sauveurs, etc. Mais en réalité, quand on observe bien ces personnes, ce sont des rôles que ces gens-là prennent, en fait. Quand je dis ces gens-là, c'est des rôles que l'on prend tous, à moins d'être arrivés. Oui? Bien sûr. La personne, elle le fait, elle n'est même pas censée savoir qu'elle est en train de le faire. Exactement. Elle doit prendre conscience, et justement, ce que vous avez dit juste avant, le fait de le dire ou de dire que c'est pas écologique, oui. Elle prend conscience qu'elle est en train de faire une chose qui n'est pas bonne. Exactement. C'est exactement ça, et c'est souvent inconscient, et c'est parce que c'est inconscient chez la personne qu'on a l'impression qu'elle est vraiment victime, et donc on a envie, en tant que sauveur, par exemple, de le sauver, ou en tant que bourreau, c'est encore autre chose, et en réalité, on se rend compte qu'on a beau donner tout ce qu'on veut à une personne, on peut tout lui donner, en réalité, si elle n'a pas envie de s'en sortir, si elle n'a pas envie d'aller mieux, elle ira pas mieux, parce qu'il y aura toujours quelque chose, Et il y a aussi le fait que, et ça, dans ce cas-là, même la conférence pourra rien faire pour vous, c'est le manque de responsabilité de sa vie, en fait. C'est de penser, encore une fois, que c'est la faute des autres. C'est la faute de mes parents, c'est la faute de la société, c'est la faute de ceci, de cela. Ça n'excuse pas forcément tout ce qui peut se passer dans notre enfance ou autre, mais si je pense, encore une fois, que c'est la faute des autres, où est ma responsabilité à moi, en fait? Moi, j'aime beaucoup ça, parce que je me dis tout le temps, en fait, si c'est la faute des autres, je peux rien faire. Ou si c'est pas ma faute, s'il n'y a pas une petite partie qui vient de moi, je peux rien faire. Tandis qu'au contraire, justement, s'il y a quelque chose qui vient de moi, ben moi je peux faire quelque chose du coup. Et là c'est bien. Tout à fait, mais c'est exactement ce que tu dis. C'est exactement ce que tu dis. D'ailleurs, il est très motivé, parce que c'est mon client qui vient de Paris. Il est venu de Paris pour cette conférence. D'ailleurs, on peut t'applaudir, Cyril. Donc ça montre bien justement la motivation d'une personne. Des fois, quand on me dit c'est trop loin parce que la conférence est à 30 minutes de chez moi, il y a des personnes qui se déplacent de très loin parfois, et ça montre vraiment une motivation. Et
pour revenir à ce que je disais par rapport à l'entourage, parce que c'est extrêmement important ce que je vous dis maintenant et que je passe plus de temps que ce que j'aurais pensé sur cette clé-là, parce que je sens qu'il y en a besoin dans la salle. Vraiment, c'est parfois, en fait, je sais que ça prend du temps, hein, ça prend du temps pour apprendre à quelque part se respecter soi, vraiment. Apprendre à dire non à quelqu'un. Il y a beaucoup de gens, la plupart des gens ont du mal à dire non, parce qu'ils ont l'impression que s'ils disent non, ce sont des mauvaises personnes, en fait. Alors que pas du tout. Et pas du tout. Et comment est-ce qu'on peut s'assurer de ça? C'est qu'en tant que parent, en fait, quand on est parent, est-ce qu'on peut dire oui à ses enfants à chaque fois? Est-ce que si votre enfant, il vous demande 3 glaces ou 3 chocolats, il vous demande 3 chocolats, et il dit maman ou papa, je peux avoir un 4e chocolat. En tant que parent, vous savez très bien que le 4e chocolat, c'est pas bon pour lui, en fait. Donc pour lui, c'est bon. Et pour vous, vous avez la conscience, en tant que parent, que c'est pas bon pour lui. Donc vous devez lui dire non. Et vous savez qu'en disant non à votre enfant, il risque de s'énerver contre vous, en vous disant qu'il vous aime pas, en vous disant que t'es pas gentil, papa. Mais vous avez la conscience que lui, il a pas, en fait. Et vous savez que c'est pas forcément bon. Et plus tard, il s'en rendra compte que c'était mieux pour lui comme ça. Donc, personne n'est mauvais hein, sur Terre. Il n'y a pas de mauvaises personnes, aussi farfelues que ça puisse paraître, ce que je vous dis. Il y a même des gens qui font des choses qui peuvent paraître extrêmement violentes. Personne, dans le fond, n'est mauvais. Parce que personne se réveille un matin ou est enfant en se disant « je vais faire du mal aux autres ». Ça n'existe pas, en fait. C'est juste des défaillances par la suite qui font que ça se passe comme ça. Mais vraiment, ce courage-là de pouvoir mieux s'entourer, il est vraiment primordial, en fait. Au point que s'il y avait une seule chose que vous deviez retenir de la conférence, vraiment une chose, ce serait celle-ci. Parce que c'est vraiment un point où, même à la limite, si vous appliquez pas tout le reste, mais vous êtes dans un groupe de gens qui vont vous encourager, de personnes qui vont vous dire que c'est possible, de gens qui vont vous pousser finalement vers le meilleur, ça va se faire beaucoup plus facilement en réalité. Alors ça ne veut pas dire, hein, attention par rapport à ça, ça ne veut pas dire qu'il faut que ce soit toujours confortable et qu'on vous dise toujours ce que vous voulez entendre. Bien au contraire, je pense qu'il y a un sens à tout ce qui se passe, il y a un sens à la critique que l'on peut avoir, il y a un sens à être rejeté, parce qu'on apprend de tout ça. Être rejeté par les autres, être critiqué par les autres, c'est nous pousser, nous, à nous aimer en fait. Et ça se voit pas comme ça du premier abord, mais ça nous pousse, nous, à nous aimer.